Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un art millénaire, le Feng Shui. Et attention, on va tout de suite mettre de côté l'idée que ce n'est que de la décoration. Non, le Feng Shui, c'est bien plus profond que ça. C'est une véritable philosophie qui nous apprend à vivre en harmonie avec notre environnement. L'idée de base, c'est que nos maisons, nos bureaux, bref, les lieux où on passe notre vie, ne sont pas juste des boîtes avec des murs. Ce sont des partenaires silencieux qui reflètent qui on est et qui peuvent même influencer notre avenir. C'est une question un peu vertigineuse, non? Et si nos espaces de vie n'étaient pas passifs, mais bel et bien actifs? C'est vraiment le cœur du Feng Shui. On est invité à regarder notre chez-soi différemment. Pas comme une coquille vide, mais plutôt comme un organisme vivant. Un organisme qui respire, qui est traversé par des énergies invisibles, des énergies qui, qu'on le veuille ou non, nous impactent à chaque instant. Alors, pour y voir plus clair, voilà le parcours que je propose. On va commencer par les fondamentaux, avec ce qu'on appelle le souffle du dragon. Ensuite, on verra l'équilibre essentiel du yin et du yang, puis la fameuse danse des 5 éléments. Après ça, on passera à un outil très pratique pour cartographier son espace, et on terminera, bien sûr, avec des exemples très concrets pour mettre tout ça en pratique. Allez, on entre dans le vif du sujet, le souffle du dragon. L'image est belle, poétique, n'est-ce pas? En fait, derrière cette expression se cache le concept le plus important du Feng Shui, l'énergie vitale, celle qui circule partout autour de nous. Si on comprend ça, on a déjà compris l'essentiel. D'ailleurs, le nom même Feng Shui nous donne un indice. Littéralement, ça veut dire vent et eau. Pourquoi ces deux-là? Eh bien, dans la pensée chinoise ancienne, le vent et l'eau sont les deux forces naturelles qui façonnent le paysage. Le vent, le fang, c'est lui qui transporte l'énergie, qui la disperse. L'eau, le shui, elle, recueille cette énergie, la rassemble. Tout l'art du feng shui, c'est donc de trouver le lieu parfait, celui où l'énergie est doucement brassée par le vent sans être balayée et où elle peut s'accumuler grâce à l'eau sans jamais stagner. Un équilibre subtil. Et cette fameuse énergie, eh bien, elle a un nom, c'est le qi. On peut le traduire par souffle de vie. C'est l'énergie qui anime absolument tout. Le but du Feng Shui, c'est donc de faire en sorte que ce qi circule de la meilleure façon possible chez soi. Mais attention, le qi, c'est un peu capricieux. S'il stagne, s'il est bloqué dans un coin, il se transforme en shachi, une énergie négative, un peu comme de l'eau croupie. Et à l'inverse, si le qi file trop vite, par exemple dans un long couloir tout droit, il devient agressif, épuisant. L'idéal, c'est d'imaginer un petit ruisseau qui serpente tranquillement. C'est ce flux doux et sinueux qu'on recherche. On avance. Deuxième grand principe que tout le monde connaît de nom, mais pas forcément en profondeur, l'équilibre du yin et du yang. On ne parle pas de bien ou de mal ici, mais de deux forces opposées, oui, mais surtout totalement complémentaires. L'une n'existe pas sans l'autre. Ce qui est passionnant, c'est de voir comment ça s'applique à nos maisons. Le yin, c'est le calme, l'obscurité et l'introspection. Le yang, c'est l'action, la lumière, le mouvement. Logiquement, une chambre à coucher, c'est un lieu de repos, donc elle devrait être majoritairement yin. Un bureau, au contraire, a besoin d'une énergie yang pour stimuler la productivité. Mais le secret, c'est l'équilibre. Une chambre 100% yin deviendrait vite morose, presque léthargique. Il lui faut une petite touche de yang, une lampe vive par exemple. Et un bureau trop yang peut mener au stress et à l'épuisement. Une plante douce, yin, peut venir calmer le jeu. L'harmonie, c'est vraiment cette danse permanente entre les deux. Allez, on ajoute une nouvelle couche de lecture avec la danse des 5 éléments. Et là, attention, petit point important, on ne parle pas des éléments au sens chimique du terme. Il faut plutôt les voir comme 5 types d'énergie, 5 phases dynamiques qui régissent tout ce qui nous entoure. On commence avec le bois. Pensez au printemps, à une jeune pousse qui sort de terre. L'énergie du bois, c'est ça. La croissance, le démarrage, la créativité. C'est une énergie qui monte, verticale. On la retrouve donc dans les plantes, bien sûr, mais aussi dans les meubles hauts, les colonnes et la couleur verte. C'est l'élément parfait pour stimuler de nouvelles idées, donc idéal dans un bureau ou un atelier. Après la croissance vient le rayonnement. C'est l'élément feu. C'est l'énergie de l'été, de la passion, de la reconnaissance sociale. C'est une énergie qui éclate, qui se voit. On l'associe à tout ce qui est lumineux, les bougies, les lampes, mais aussi la couleur rouge, orange et les formes pointues comme les triangles. Utilisé à bon escient, le feu apporte de la joie et de la visibilité. Mais attention à l'excès qui peut vite mener à l'agitation. Vient ensuite l'élément terre. Après l'expansion, on a besoin de se stabiliser, de s'ancrer. La terre, c'est ça, la sécurité, le soutien, l'équilibre, c'est le centre. On la représente avec des formes basses, carrées et des couleurs comme le jaune, l'ocre, le beige. Les objets en céramique, en poterie sont aussi très terre. C'est l'élément du foyer par excellence.
celui qu'on va chercher à renforcer dans un salon ou une cuisine pour se sentir en sécurité. Puis, le métal. Pensez à l'automne, quand tout se contracte, se précise. L'énergie du métal, c'est celle de la structure, de la logique, de l'organisation. Elle aide à trancher, à clarifier les idées. Visuellement, ce sont les formes rondes, les cercles, et les couleurs blanches, grises ou métalliques. C'est une énergie très utile dans les espaces où l'on a besoin de concentration et d'efficacité. Et on termine ce cycle avec l'eau. C'est l'énergie de l'hiver, de l'introspection, de la sagesse intérieure. C'est une force calme en surface, mais incroyablement puissante. L'eau est associée à la communication, à la circulation, y compris celle de l'argent, et à l'intuition. On la retrouve dans les formes sinueuses, les couleurs sombres comme le bleu nuit ou le noir, et bien sûr dans les miroirs ou les petites fontaines. Ok, on a nos 5 éléments. Mais le plus puissant, c'est de comprendre comment ils interagissent. Il y a plusieurs cycles, mais le plus positif, c'est celui-ci. Le cycle d'engendrement. Chaque élément en nourrit un autre, dans un cercle vertueux. Le bois brûle pour nourrir le feu. Les cendres du feu créent la terre. La terre contient les minerais qui engendrent le métal. Le métal, par condensation, apporte l'eau. Et l'eau, évidemment, nourrit le bois. C'est un outil formidable pour rééquilibrer un espace. Par exemple, si on sent qu'une pièce manque de chaleur, de passion, le feu, plutôt que de tout peindre en rouge, on peut y ajouter l'élément qui le nourrit, le bois. Avec de belles plantes, par exemple, c'est plus subtil et plus harmonieux. Bon, maintenant qu'on a toutes ces notions en tête, le qi, le yin-yang, les éléments, la question c'est comment on applique ça concrètement à son appartement ou sa maison. C'est là qu'intervient l'un des outils les plus célèbres du feng shui. Cet outil, c'est le bagua. Le mot peut paraître un peu complexe, mais l'idée est assez simple. C'est une sorte de grille, de carte énergétique qu'on va venir superposer sur le plan de son habitation. Chaque case de cette grille correspond à un domaine précis de la vie. C'est comme un GPS des énergies de son foyer. Alors voilà à quoi ça ressemble. En général, on prend le plan de son logement et on aligne la partie basse de cette carte, là où il y a la carrière, le savoir, avec le mur de la porte d'entrée. Et là, ça devient fascinant. On découvre par exemple que le coin sud-ouest de son salon correspond au secteur des relations amoureuses, ou que sa chambre, située à l'est, est liée à la famille et à la santé. Du coup, si on rencontre des blocages dans un domaine de sa vie, mettons la carrière, on peut aller voir ce qui se passe dans le secteur nord de sa maison. Est-ce que c'est une zone encombrée, sombre? En y ajoutant l'élément correspondant, l'eau, on va chercher à réactiver l'énergie de ce secteur. Chaque objet, chaque couleur prend alors un tout autre sens. Allez, on arrive à la dernière partie, la plus concrète. La théorie, c'est bien, mais au quotidien, par où on commence pour améliorer le flux d'énergie chez soi? Il y a quelques principes de base et des remèdes très simples à mettre en place. Le point de départ absolu, c'est toujours la porte d'entrée. En feng shui, on l'appelle la bouche du qi. C'est logique, c'est par là que toute l'énergie de la maison entre. Elle doit donc être la plus accueillante possible. Ça veut dire propre, en bon état, bien éclairée et surtout sans rien qui bloque le passage, ni dedans, ni dehors. Un point de vigilance classique. Si un escalier fait directement face à la porte, l'énergie qui entre est aussitôt aspirée vers le haut ou le bas sans avoir le temps de se diffuser. C'est comme si on buvait de l'eau et qu'elle ressortait aussitôt. L'énergie ne nourrit pas le lieu. Et pour corriger ces petits déséquilibres, on utilise ce qu'on appelle des remèdes. Par exemple, les miroirs sont de vrais magiciens de l'espace. Ils peuvent agrandir une pièce ou faire circuler le qi dans un couloir en zigzag. Mais attention, un miroir mal placé, par exemple face à la porte d'entrée, peut renvoyer toute l'énergie dehors. Les plantes, elles, sont extraordinaires pour apporter de la vie, l'énergie du bois et purifier l'air. Dans un coin un peu mort, un cristal à facettes peut capter la lumière et disperser l'énergie stagnante. Et bien sûr, l'éclairage, qui est lié à l'élément feu, est un activateur d'énergie surpuissant pour n'importe quelle pièce un peu sombre ou triste. Finalement, si on devait résumer, le feng shui nous laisse avec cette belle question. Et si au fond, l'harmonie commençait tout simplement par un regard? Peut-être que le but n'est pas de tout révolutionner chez soi du jour au lendemain. Le premier pas, c'est peut-être simplement d'apprendre à observer, à ressentir son espace avec des yeux neufs. La prochaine fois qu'on rentre chez soi, prendre juste 1 minute pour sentir comment on se sent dans l'entrée, dans le salon. C'est ça, commencer à dialoguer avec son environnement. Et c'est sans doute là que commence le véritable chemin vers l'harmonie.